Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire donc sur l'agilité comportementale. Bonjour Robert. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, on a un peu changé le format de nos webinaires habituels et on a souhaité vous laisser la parole afin que vous puissiez poser vos questions sur l'agilité comportementale. Déjà, est-ce que vous pouvez, dans le chat, en bas à droite de vos écrans, bonjour Pierre, bonjour Pascal, nous indiquer si tout marche pour vous. Est-ce que vous nous entendez et est-ce que vous voyez les slides sur votre écran? Juste, on fait une petite vérification technique avant de nous lancer. Bonjour Philippe, bonjour Thierry, bonjour Christelle. Donc apparemment, ça marche pour Philippe, pour Pierre. Ça a l'air de marcher. Tout marche, Raphaëla aussi. Super, parfait. Donc, on peut se lancer. Donc, déjà, bienvenue dans ce webinaire. Bonjour à tous. Merci de nous suivre. Chaque fois que l'on fait des webinaires, vous êtes nombreux à répondre présent et à nous témoigner votre intérêt. Donc, ça nous fait très plaisir avec Robert. Aujourd'hui, on va vous laisser la parole. Donc, on va se présenter rapidement, on commence à se connaître. On va se présenter rapidement et on va vous laisser la parole. Et Robert va vous répondre sur toutes vos questions qui concernent le domaine de l'agilité comportementale, qui est un domaine qui est quand même assez vaste et on a déjà eu des questions très, très intéressantes de votre part pour ceux qui ont eu la gentillesse de compléter le formulaire. Donc, pour commencer rapidement, donc moi, je suis Nadège Rouanet, donc psychologue du travail, coach professionnel certifié, formatrice et consultante. Donc, je travaille avec Robert depuis maintenant plus de 2 ans. Notamment, je forme sur l'agilité comportementale, mais j'ai aussi intégré l'agilité comportementale dans mes pratiques personnelles, professionnelles et dans ma vie privée. Donc, moi, je suis convaincue du modèle et de la démarche et je l'utilise chaque jour un peu plus, un peu mieux. Robert, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te Oui, plaît? rapidement, bon, je suis ancien professeur des universités. Dans mes recherches, j'ai mis au point un certain nombre de modèles, dont le modèle de Comprofiles qui permet d'étayer l'agilité comportementale. Et je transmets ça à des professionnels de l'intervention, de l'accompagnement du changement. Et évidemment, dans mes pratiques d'entreprise, dans mes interventions de consultation, dans des comités de direction. Voilà. Et là, cette séance est intéressante parce que vous avez la priorité. Alors, il y a beaucoup de questions qu'on a déjà dans les fiches, comme l'a dit Nadège, mais peut-être que vous allez nous préciser un certain nombre de choses. Je reconnais des noms où j'ai lu les demandes, là déjà, mais peut-être que là, ça va être plus vivant, plus étayé. Et on va partir de là et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire. Tout à fait. Donc, on va vous demander de nous écrire rapidement sur le chat quelle est votre fonction, votre rôle, quelle problématique vous avez en lien avec l'agilité comportementale, ou en tout cas, qu'est-ce qui fait que vous soyez intéressé à ce webinaire et à quelle échéance vous souhaiteriez résoudre cette problématique. Donc, n'hésitez pas à nous mettre déjà les questions auxquelles vous souhaitez que l'on réponde. Voilà, je vous laisse quelques minutes pour taper et que l'on prenne connaissance de vos réponses. Et c'est ce qui va enrichir notre séance. Alors, on vous attend. Donc, indiquez-nous votre question, votre problématique à laquelle vous souhaitez que l'on vous réponde aujourd'hui. Alors Thierry, directeur administratif et financier, qui a des difficultés de faire avancer, de changer les choses, de moderniser les capacités de travail pour se sentir utile. Merci Thierry pour... Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent? Peut-être qu'avant de répondre à vos questions, Robert va rapidement définir ce qu'est l'agilité comportementale. Peut-être tu as... Oui, vous avez du son? Les slides. Tu fais glisser les slides. Oui. Alors, RH Business Developer, comment évaluer pertinemment et concrètement l'agilité comportementale en recrutement et comment le développer en interne en encourageant une culture collective. Et le besoin est pour dans les prochains mois pour Christelle. Philippe, qui est consultant, a un problème, c'est gérer un sponsor autocratique et dans le même temps un directeur de BU sans charisme et capacité de décision. D'accord, très intéressant.
Vous verrez que l'agilité comportementale va vous donner les outils pour. Robert vous en dira plus, mais ça peut répondre à ces problématiques en effet. Est-ce que tu veux commencer par définir ce qu'est l'agilité comportementale, Oui, Robert, c'est pendant que les peut-être la personnes nous slide expliquent leurs suivante, avec problématiques? le slide suivant D'accord, comme référence. oui, Voilà. pas de souci. En fait, disons des choses simples. L'agilité comportementale, c'est la capacité d'adaptation des gens. À quoi? À des personnalités difficiles, à des personnes qui sont sous stress, à des, donc, à des personnes qui vous posent problème au niveau de la communication et de la relation. Et puis, c'est aussi la capacité d'adaptation à des situations difficiles qui posent problème. Je veux dire, bon, mener une réunion de tel ou tel type qui vous met sous pression et sous stress, et comment on peut analyser ces choses-là et bâtir une stratégie de communication et utiliser les bons canaux de communication pour justement soit sortir la personne qui est en face de nous sous stress, soit faire en sorte que les spécificités de de sa personnalité difficile s'estompe parce que en général c'est lié à des peurs très importantes, et comment on peut traiter ça, ou comment on va gérer une situation difficile, qu'elle soit relationnelle ou simplement managériale ou simplement d'exposition par exemple d'un thème. Comment on va faire? Bon, c'est ça l'agilité comportementale, nos capacités d'adaptation. Alors peut-être qu'on dit encore un truc plus, c'est en fait, on s'aperçoit que sous stress, nous avons deux grandes stratégies sous stress. L'une qui est non consciente, émotionnelle, et qui est gérée à partir de notre système émotionnel, disons notre système limbique, hein, et qui provoque des comportements qui sont plus forts que nous et qui s'imposent à nous sans qu'on les ait choisis. Et ça nous arrive à tous. Et en fait, on apprend toute notre vie à gérer ces réactions qui sont automatiques et qui sont gouvernées par des peurs internes dont nous ne sommes pas conscients au moment où ça se passe, mais qui peuvent générer des comportements qui nous posent des difficultés ensuite au niveau relationnel. Et puis, on a une deuxième stratégie qui est celle-là décidée, qui est consciente et qui est en fait la volonté d'améliorer la relation ou d'améliorer la communication avec les gens qu'on a en face de soi ou avec la personne qu'on a en face de soi. Et ça demande un investissement d'énergie très important et ça, on appelle ça la croissance. Donc, il va falloir constamment qu'on joue entre survie et croissance, ce que vous faites tous naturellement sans les avoir appelés comme ça. Tout le monde a des processus de survie, tout le monde apprend à les réguler et ou à les gérer, et tout le monde évidemment met en place des processus de croissance qui sont des investissements dans la qualité des relations futures que l'on va avoir avec les gens. Donc, on va faire référence à ça tout le temps. Donc en croissance, on est aux commandes de nos comportements, si je comprends bien, pour qu'on comprenne tous. Et en survie, par contre, on a des comportements qui vont être automatiques, stéréotypés, et on n'a plus les commandes réellement de nos comportements. On perd le temps du comportement, on perd les commandes. Et Oui. on peut les regagner ensuite, mais on s'aperçoit souvent des dégâts qu'on a déjà relationnels qu'on a commis par un comportement qui a été plus fort que nous et qui était commandé par des peurs internes, mais qu'on peut très facilement expliquer. Voilà. Tout à fait. On va Alors, commencer peut-être à répondre aux peut-être questions, Robert. répondre aux questions. Alors, il y avait une question où il y avait deux illustrations à la fois. Je vais. Bon, par exemple, gérer un sponsor autocratique, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas venir aux autres questions, bien sûr. Hein. Un sponsor autocratique et dans le même temps un directeur de BU sans charisme et capacité de décision. Bon, c'est-à-dire des gens qui sont à l'opposé Oui. de l'éventail des profils psychologiques, disons. Et alors, prenons l'un et l'autre. Après, on peut prendre des relations entre l'un et l'autre si jamais ils sont dans la même, évidemment, organisation et que ça pose problème qu'ils soient dans la même organisation. Mais ça, peut-être que Philippe va nous spécifier des choses par rapport à ça. Dans un premier temps, répondons à ça. Comment gérer un sponsor autocratique? Un sponsor autocratique, bon, le terme est très explicite. Il faut aller chercher l'émotion qui est derrière. Un sponsor autocratique, qu'il fasse démonstration de colère ou pas,
sont en fait l'émotion qui est derrière le caractère autocratique de la communication, c'est la colère. Et en fait, la colère, il faut arriver à, bon, si on veut faire preuve d'intelligence émotionnelle, si on est en face dans un mécanisme interpersonnel, comment on est conscient que l'origine du comportement, c'est la colère, et où la difficulté les difficultés que véhicule le comportement viennent d'une colère exprimée d'une manière inappropriée, hein, et donc de comprendre et accompagner la prise de conscience de la personne et favoriser une expression de la colère, parce que la colère, elle a son utilité, évidemment, elle est fonctionnelle, elle nous sert. On ne va pas dire la colère, c'est négatif et tout ça. Non, ça sert. Mais le problème de la colère, c'est son expression inappropriée par trop d'agressivité, de violence, de la volonté de castrer les autres personnes en face ou de les rabaisser, voire de les humilier, etc., etc. Qui fait qu'on n'obtient plus rien en face de ça. Tout le monde est impressionné et tout le monde se dit « je vais prendre une claque, je dis rien » en face de ça. Et donc, bon, qu'est-ce qui est décisif là-dessus? C'est comment gérer la colère de quelqu'un d'autre, comment gérer son caractère ultra autoritaire, autocrate, c'est-à-dire de ne pas réagir au niveau émotionnel, d'écouter soigneusement, avec respect et en montrant de l'intérêt pour le contenu de ce que dit la personne, et en reconnaissant tout de suite la logique et la cohérence de la personne. Le fait que la personne sente que sa logique et sa cohérence est reconnue va avoir un effet apaisant pour la personne. Elle ne va pas avoir à en faire des tonnes pour imposer son point de vue, et elle va être prête, la plupart du temps, à quoi faire? À accepter que d'autres points de vue soient exprimés. Alors, ce qui peut faciliter encore les choses, un, c'est de reconnaître la logique. Deux, c'est que quelqu'un qui est autocrate joue des choses personnelles. En général, les peurs qui sont derrière, c'est les peurs de ne pas être considéré, reconnu, valorisé, que son importance ne soit pas reconnue, que la pertinence de ses avis ne soit pas reconnue, que l'excellence de son travail ou de ses idées ne soit pas reconnue, etc., etc. À ce moment-là, ce qu'il va falloir, c'est nourrir ces besoins-là, pour qu'il n'y ait pas une tension au niveau énergétique, parce que si on nourrit les besoins, ça génère de l'énergie pour la personne. Et cette personne, elle est en survie. Pourquoi elle est en survie? Parce qu'elle est sous stress. Et le stress, c'est la résultante d'un déficit d'énergie. Donc, il va falloir donner de l'énergie positive à cette personne, nourrir ses besoins. Donc, si on reconnaît sa logique, si on nourrit ses besoins de considération, de respect, de valorisation de soi, et de pertinence, d'excellence, etc., etc., à ce moment-là, cette personne s'ouvre, alors qu'elle était complètement centrée sur elle-même. Elle s'ouvre, et à ce moment-là, elle va être prête à écouter. Et on peut donner une logique qui peut être complètement différente et ouvrir à quelque chose qui est très important dans cette circonstance-là, c'est que personne ne détient la vérité, pas même la personne autoritaire. Et la personne autoritaire, n'ayant plus le danger, la menace de ne pas être reconnue, en tant que personne et dans sa logique, dans ses opinions, dans ses idées, dans ses actions décidées ou sa mise en œuvre ou quoi que ce soit, elle va être ouverte à écouter une autre logique sans être menacée en fait, de ne pas être parfaite parce qu'on la contredirait. Et donc, il va y avoir, à ce moment-là, on rentre dans un débat d'idées. Bon, peut-être qu'on n'est pas d'accord, mais ne pas être d'accord, c'est pas pareil. On est tout le temps à gérer des désaccords dans la vie, et à ce moment-là, à trouver des compromis ou à trouver des éléments qui sont créatifs, qui vont être autres que peut-être les deux propositions de départ ou quoi que ce soit. Bon, voilà, je ne vais pas plus loin pour pas passer l'heure sur ce cas-là. Bon, s'il y a en face un directeur qui est sous le directeur général, par exemple, et qui est sans charisme et capacité de décision. Bon, là, la peur, vous la voyez. En fait, l'émotion, vous la voyez, c'est de la peur. C'est de la peur. La peur de quoi faire? D'exprimer ses opinions, de rentrer en désaccord,
de voir, de rentrer dans un conflit avec une personne qui est peut-être plus forte, entre guillemets, plus forte qu'elle, et donc la personne ne se sent pas en position de soit d'exprimer sa position ou ses propositions, soit évidemment de prendre une décision, ce qui est encore plus difficile, et ne va pas faire valoir ses opinions, ses options et tout ça. Et là, ce qu'il faut accompagner, c'est la peur. La peur de quoi? La peur justement du conflit. Et de montrer que cette peur ne passe pas en survie, en angoisse et en anxiété, et qu'elle empêche les capacités d'action. Quelqu'un qui a peur du conflit, peur du désaccord, etc., en fait, exagère complètement les risques qu'il y a, dramatise la situation, et l'aboutissement, c'est la passivité et la non-participation au niveau des suggestions, des propositions d'action ou d'idées, et le fait que la personne ne prenne pas de décision parce qu'elle prend trop de risques à ça. Donc il va falloir accompagner cette personne pour trouver les origines des peurs et qu'elle puisse définir clairement qu'est-ce qui lui fait peur là-dedans, de telle sorte de s'y attaquer et de pouvoir passer plus facilement à des suggestions, des propositions ou à des prises de décision. Là encore, je suis bref, très bref, mais c'est la démarche qu'on va faire. Et vous voyez que vous allez, si vous, ces deux protagonistes, supposons qu'ils soient ensemble, entre celui qui fait peur et celui qui a peur, ben évidemment, ça fait un mélange qui est très préjudiciable à l'échange, à la coopération, à l'établissement de la confiance. Celui qui est très autoritaire n'a pas confiance dans l'autre parce qu'il est trop mou. Celui qui a des peurs pense que l'autre est un despote et un tyran. Il n'y a pas de constitution de la confiance entre les deux. Bon, j'arrête là sur cet exemple, mais vous voyez comment on peut tirer des fils par rapport à ça. On peut aller énormément plus loin par rapport à ça. Il y a plusieurs questions sur les recrutements. Et il y en avait dans les fiches qui nous ont été... Oui, on en a eu pas mal de questions, tout à fait. Bon, très souvent... Alors, par rapport à ça, alors peut-être que je dis un mot de plus sur l'exemple précédent, parce que on peut avoir beaucoup d'informations avec les outils que nous avons conçus et que notre recherche et développement continue de créer, de développer. Notamment les profils de communication, choses de ce genre. Et à ce moment-là, travailler avec un profil, ça fait gagner énormément de temps. Non pas pour plaquer les résultats du profil, mais pour avoir des anticipations, des intuitions par rapport à la logique de la personne, en fonction, parce que les profils, qu'est-ce qu'ils font apparaître en premier lieu? Les besoins, la priorité en termes de besoins psychologiques et les préférences comportementales des gens, et comment ces préférences comportementales peuvent complètement être exprimées de manière inappropriée en situation de survie, sous stress. C'est-à-dire ce qui nous fait problème. Et donc, on peut aller énormément plus vite. Alors, par rapport à je ne reviens pas sur le cas, mais ça va être un outil pour aller énormément plus vite vis-à-vis des personnes. Maintenant, en situation de recrutement, supposons que dans la batterie de tests psychotechniques, etc., vous fassiez passer le profil de communication. Bon, on a un autre outil qui est très utile, qui est le profil des principes directeurs, qui donne le système de valeurs de la personne. À ce moment-là, vous avez les résultats. Évidemment, vous donnez les résultats à la personne. Et à partir de là, démarre une discussion. Et la discussion, ce qui est intéressant dans la discussion, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous sondiez plusieurs choses, c'est-à-dire, 1, la connaissance de soi-même de la personne. 2, l'honnêteté de cette personne par rapport à ce qui sort, et par rapport à ce qui sort d'un questionnaire que cette personne a rempli elle-même. Le fait, est-ce que cette personne s'est déjà attaquée aux difficultés qu'elle peut avoir sous stress et en survie, c'est-à-dire ce qui va conditionner son efficacité? Est-ce qu'elle est prête à y travailler dessus? J'arrête là, je ne veux pas rentrer dans un truc de consultation tout de suite ou de coaching tout de suite, mais vous voyez les axes que vous pouvez suivre dans une situation de recrutement et qui vont vous donner une stratégie de prise de connaissance de la personne
Ça va aller beaucoup plus vite parce que vous avez des choses des supports transparents et où vous pouvez demander à la personne qu'est-ce qui est pertinent pour vous, où est-ce que vous reconnaissez, est-ce que vous pouvez illustrer ça, est-ce que vous pouvez me donner des exemples, etc., etc. Et tout d'un coup, cette personne va être amenée à dévoiler des choses qu'elle n'a pas prévu de dévoiler. Et vous allez poser des questions pour voir sa connaissance de soi, son honnêteté, le fait qu'elle ait déjà fait des pas dans son développement personnel, et puis si elle est prête à travailler sur elle-même, son ouverture vis-à-vis de l'éventail des possibles, et tout ça, et ça vous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur le potentiel de la personne vu sous l'angle psychologique et émotionnel. Bon, voilà ce point-là. Concernant nos outils, on vous en parlera en fin de webinaire, mais on a prévu mardi prochain à 9 h une visio de présentation de nos solutions et de nos outils. Je vais vous mettre un lien dans le chat, vous pourrez vous inscrire directement. Il va y avoir un événement qui sera créé de toute façon sur notre LinkedIn pour aller plus loin dans ce que l'on propose en termes d'outils pour intervention dans les organisations, dans les entreprises et pour les accompagnateurs du changement. Robert, il y a une question qui est intéressante, qui ressort souvent, sur le lien entre agilité comportementale et transformation organisationnelle. Oui, voilà, peut-être, parce que c'est dans plusieurs questions, soit qui Oui, étaient sur les tout à fiches, soit fait, qui sont totalement. sur le chat, là. Bon, le changement. Quelles sont les émotions que le changement suscite? La première émotion, c'est la peur. La peur de l'incertain, la peur de l'inconnu, et vous savez que ça va générer ça chez les gens. Souvent, ça s'exprime par des résistances. Mais ces résistances ont trait à quoi? En fait, à l'incertitude qu'a la personne par rapport à son devenir. Qu'est-ce qui va se passer dans cette transformation? Qu'est-ce qui est en jeu pour elle? Est-ce qu'elle va perdre des choses? Et vous pouvez avoir même des éléments, si la personne a le sentiment qu'elle va perdre des choses, elle peut ignorer ce qu'elle va gagner dans cette transformation. Et éventuellement, si elle perd de la responsabilité, si elle perd du territoire, si elle perd, etc., plein de choses, hein, à ce moment-là, vous pouvez avoir deux mécanismes qui se conjuguent, plusieurs mécanismes émotionnels conjugués. À la peur peut se mêler de la tristesse, et ça va donner des personnes qui vont se replier sur elles-mêmes et qui vont résister par inertie, en quelque sorte. Ou à la peur peut se mêler de la colère et des personnes qui vont devenir opposantes au changement, qui vont être en opposition au changement. Et là, c'est pas la même manière dont vous allez gérer les choses. Disons que chaque fois, tout part de l'écoute, évidemment, et de l'empathie pour les gens, et de la compréhension des gens. Mais dans un cas, c'est comment faire pour que la personne n'ait pas peur de fantasmes et de fantaisies personnelles et d'imagination, qu'elle fasse face justement à des vrais sujets, des vraies causes d'inquiétude, et l'aider à trouver des solutions par rapport à ça, et puis qu'elle s'oriente vers les caractères positifs du changement et qu'elle soit prête à saisir les opportunités pour elle-même qu'offre la transformation et le changement. Lorsque c'est la colère qui se mélange à la peur, à ce moment-là, vous pouvez avoir des gens qui sont résistants, mais très agressifs en même temps. Et à ce moment-là, ces personnes-là ont l'impression qu'on ne leur a pas donné toutes les informations, toutes les explications, ou qu'il n'y a pas les moyens de la transformation qui soient transparents, que le pourquoi de la transformation n'ait pas été expliqué, qu'elles n'ont pas été concertées, qu'on n'ait pas été consulté par rapport au changement, aux options stratégiques du changement. Et ces personnes tout part d'un déficit d'écoute et d'interaction et de participation au changement. Et donc, les personnes se sentent dévalorisées par le fait qu'elles ne participent pas au changement et que le changement leur est imposé. Or, en fait, elles ont une définition identitaire d'elles-mêmes. On ne m'impose pas ce que je dois faire. Et donc, elles vont se rebeller par rapport à ça et rentrer en opposition.
Donc, on sent bien ce qui peut arriver. Hein, je décris le cas le plus fréquent, mais bon, évidemment que dans une situation, ça peut être autre chose. Mais le cas le plus fréquent, à ce moment-là, vous sentez bien ce qu'il y a. Écoute, reconnaissance de ce que la personne a à dire. Et peut-être qu'il y a des très bonnes idées dans ce que la personne a à dire. Bon, faire en sorte de lui offrir la possibilité de quoi faire, d'exprimer ses options, ses opinions, son mécontentement, son opposition, pourquoi pas, mais qui va valoriser la personne et qui va, à ce moment-là, stabiliser au niveau émotionnel cette personne parce qu'elle aura l'occasion d'être reconnue par rapport à ce qu'elle a à dire. Et donc, on peut aller plus loin comme ça et faire en sorte qu'un opposant devienne quelqu'un qui ne s'oppose plus au changement, mais ou mieux encore, qui participe, parce que cette personne, certainement, qui est opposante, a un dynamisme personnel qui va être très intéressant pour l'action de changement. Donc ça, Donc, c'est intégrer les personnes dans le changement, quoi, hein, les faire prendre part au changement. Et de prendre les résistances, non pas comme je veux dire simplement que des gens qui ne veulent pas le succès de l'entreprise ou le changement de l'entreprise, mais de prendre qu'est-ce que ça indique au niveau psychologique de la personne et comment je vais rentrer en contact avec la personne. Très souvent, le changement nécessite, par rapport à des gens qui sont soit très inquiets, soit des gens qui sont inquiets et en colère, etc., à personnaliser les rapports, à rentrer en contact direct. Et déjà, la personnalisation des rapports est un facteur d'apport d'énergie pour la personne qui se sent plus appréciée pour ce qu'elle est en tant que personne ou qui se sent valorisée dans son importance vis-à-vis de, je sais pas, de la hiérarchie ou de ce qui se joue dans l'entreprise. Bon, alors vous pouvez enchaîner des questions parce que je dis des choses qui pour moi sont simplement des réflexes, je veux dire, j'allais dire standards en face de situations de ce genre parce qu'elles se retrouvent tellement souvent. Mais je ne voudrais pas du tout être normatif dans ma manière de m'exprimer, c'est simplement mais pour vous donner des manières d'ouvrir et de penser. Ce qu'on va comprendre tout de suite, c'est que tout part de la personnalisation du rapport. Et pour avoir une personnalisation du rapport, il faut être prêt à écouter la personne et à la comprendre. Donc tout part de l'empathie. Bon, je vois que Nadège me souffle en me mettant une slide sur les positions perceptuelles. De manière générale, quand on est en face de quelqu'un, bon, qu'il soit sous stress, qu'il ait une personnalité difficile, qu'il nous pose des problèmes relationnels ou quoi que ce soit, en fait, on a simultanément trois façons de voir les choses. Simultanées, hein, ça n'est pas en opposition les unes aux autres, c'est simultané. Souvent, ça nous prend 1/100 de seconde, 1/1000 de seconde pour avoir ces trois visions des choses. Notre vision personnelle, ce qu'on pense et ce qu'on ressent, c'est-à-dire la position 1. La position 3, c'est prendre du recul, éventuellement, par rapport à cette situation, en se dissociant émotionnellement pour arriver à un avis qui est le plus, disons, extérieur, comme celui d'un observateur, ou en fait le plus rationnel, le plus logique, le plus objectif, disons, hein, pour prendre un mot qui convient. Et que cela nous amène à être capable d'aller en position 2, c'est-à-dire la position de l'écoute, de l'empathie, de la compréhension des besoins, des objectifs et des difficultés de la personne. Et qu'on soit capable de prendre ça en compte. Dans la communication, la position la plus importante, c'est la 2. C'est la position d'écoute et de compréhension des besoins, des objectifs et des difficultés de la personne. Et souvent, cette position 2 est empêchée par quoi ? Par, en fait, le fait de se bloquer en position 1, et de penser que de ne pas sortir de sa boîte, et de penser qu'on a raison, et de penser que si jamais on n'avait pas raison, on serait très en danger si on n'avait pas raison. Et au contraire, donc ça engage ça, des positions perceptuelles, on peut en tirer des choses qui sont beaucoup plus larges, c'est-à-dire que quelle est l'orientation, quelle est notre vision du monde ? Est-ce que notre vision du monde est orientée vers l'extérieur ? Est-ce que, étant orienté vers l'extérieur, on peut donner la priorité à l'autre ? Et dans la communication, c'est décisif. Si on se donne la priorité à nous-mêmes, on est perdu.
Si on se donne la priorité à l'autre, la communication de qualité a des chances d'être au rendez-vous. Et par opposition à cette vision tournée vers l'extérieur où on peut se centrer sur la personne, bon, est-ce que, au contraire, si on se centre sur nous, sur nos propres besoins, sur nos propres objectifs et tout ça, et qu'on leur donne la priorité, il y a des chances qu'on s'enferme complètement dans notre vision des choses et qu'on ne soit pas ouverte à l'autre. Alors, il ne s'agit pas d'oublier nos intérêts propres, il ne s'agit pas d'oublier nos besoins propres, il ne s'agit pas d'oublier nos difficultés personnelles, mais ces éléments-là sont simultanés, mais que cela ne nous empêche pas de comprendre ceux de la personne en face ou des personnes en face, et de voir comment on peut progresser en tenant compte de ça. Si on est en face de quelqu'un et que l'autre a le sentiment qu'on a conscience de ses besoins, de ses objectifs, de ses difficultés, cette personne va s'ouvrir et va être encline à quoi faire? À faire la réciproque vis-à-vis de nous. Et à ce moment-là, ça devient quelque chose de plus vertueux, de plus constructif. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux personnes retranchées dans leur, dans leur vision propre des choses, et qui voient chacune midi à sa porte sans que les heures s'accordent, tout d'un coup, les deux personnes sont ouvertes et peuvent à ce moment-là imaginer beaucoup plus. Et il y a d'autres questions qui ont été posées dans les fiches qui sont liées à ça, par exemple, sur non seulement du changement, mais de l'innovation et de choses. Comment arriver à innover sans que les gens, finalement, ne concourent pas à l'innovation ou résistent à l'innovation? Ce qu'il faut voir, c'est que lorsque deux personnes sont en conflit, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a des éléments émotionnels qui se greffent sur leur désaccord et qui font qu'elles n'arrivent plus à... Elles sont en survie, elles expriment leurs émotions de manière inappropriée, et à ce moment-là, bon, il n'y a pas d'échange, à vrai dire. Et chacun perd de l'énergie dans cette histoire. Bon, ce qu'il faut, c'est arriver à revenir en croissance. Et nous-mêmes, si on a la possibilité d'être en croissance, à ce moment-là, de rester en croissance en mobilisant notre énergie, mais aussi de donner de l'énergie positive, c'est-à-dire de satisfaire les besoins de l'autre, de telle sorte que la personne ait une chance de sortir de la survie et d'aller en croissance. Maintenant, revenons à ce qui se passe lorsqu'il y a un conflit. Ça va nous permettre de distinguer et de gérer les expressions émotionnelles inappropriées, mais aussi ça va nous permettre de discuter. La croissance va nous permettre d'échanger, y compris au niveau de nos désaccords avec l'autre. Et en fait, cette situation est la plus propice à la créativité. La créativité sort souvent, en fait, d'une gestion appropriée des différends et des conflits. Et donc, de faire en sorte de voir le conflit, non pas comme quelque chose de négatif, mais une opportunité à imaginer quelque chose, peut-être qu'on n'a pas encore imaginé, une solution qui est autre que celle qu'on a en tête, et peut-être autre que ce que les autres ont en tête. Souvent une troisième voie qui nous permet à la fois d'opérer comme un compromis, mais qui ouvre l'éventail des possibles. Et dès qu'on est dans de l'innovation, il y a de la créativité derrière, et donc, dès qu'il y a des oppositions, des conflits, c'est un terrain favorable, justement, à une expression créative ou à de nouvelles idées et à de nouvelles manières de faire. Donc, prendre positivement le conflit, c'est quelque chose qui est très porteur, en fait, pour arriver non seulement à ne pas être dans la bagarre avec l'autre, mais aller beaucoup plus loin. Quelles sont les opportunités que ça présente dans la construction, la conception d'idées nouvelles? Alors, Robert, on a eu pas mal de questions sur le lien entre agilité comportementale et efficacité collective, que ce soit dans les formulaires ou même là, Dorothée qui en a posé une il n'y a pas très longtemps. Elle travaille sur la valorisation du travail d'équipe, l'efficacité collective et son objectif principal. Comment l'agilité comportementale peut aider à l'efficacité collective? Alors, si on cherche l'efficacité d'une équipe, l'efficacité d'une équipe, ça dépend de deux choses, principalement. Ça dépend de beaucoup de choses, mais ça dépend de deux axes principaux. Le premier axe, c'est la qualité des relations. Donc, ce que nous commençons à discuter ensemble, évidemment, comment l'agilité comportementale peut contribuer à la qualité des relations, comment la connaissance réciproque des gens, les échanges, l'ouverture des uns aux autres
peut contribuer à la qualité des relations, à la qualité de la communication, ça va être quelque chose qui va être extrêmement, extrêmement important. Deuxième grand axe, c'est la conception d'un projet commun, qui peut être le projet stratégique et la participation au projet stratégique, qui peut être un projet d'amélioration de notre fonctionnement dans une équipe, ou de changement organisationnel à l'intérieur d'une équipe, mais qui soit conçu par l'ensemble des gens, dont une partie, en particulier la mise en œuvre, soit conçue par l'ensemble des gens. Ça, ces deux axes, la qualité des relations et la conception d'un projet commun, vont générer des choses qui vont être très profitables. Un, au niveau de la confiance. Si vous connaissez mieux quelqu'un, en particulier si cette personne a ouvert un tout petit peu le chapitre de ses faiblesses, vous allez être enclin à avoir plus confiance dans la personne, et réciproquement si vous faites la même chose. Donc si vous connaissez mieux quelqu'un, qui n'a pas de dissimulation, qui n'a pas de tout ça, la confiance est plus établie. Et à ce moment-là, la confiance, on sait que ça peut générer de la coopération, de la collaboration entre les gens, des projets communs, des éléments qui sont plus transverses, de faire sauter des verrous à l'intérieur d'une organisation. Deuxième effet positif de la qualité des relations, c'est la capacité à gérer des confrontations d'idées, des désaccords et des conflits. Bon, on peut faire référence à ce qu'on a dit auparavant, hein. Et à ce moment-là, la construction du projet commun elle-même va alimenter la confiance, parce que si on conçoit un projet ensemble, eh bien, évidemment que c'est notre projet. Donc on a confiance dans le projet, ce qui peut être fait. Et puis, ça peut nous mettre en position de gérer plus facilement, notre engagement, l'engagement des partenaires dans l'entreprise, s'engager pour les résultats collectifs et pour les résultats d'équipe, et la responsabilisation de chacun, son appropriation des objectifs, et tout ça, et le fait qu'on puisse demander des comptes, finalement, aux gens qui travaillent avec nous, pour, justement, la manière qu'ils ont de travailler, les méthodes de travail. Est-ce que ça favorise notre propre efficacité? Et évidemment, réciproquement, nous poser la question si nous-mêmes, ce dont nous sommes responsables, comment nous le faisons? Est-ce que nous le faisons et que ça, l'impact sur les autres, c'est l'augmentation de l'efficacité des autres, ou l'augmentation de l'efficacité collective, ou c'est simplement pour ma propre efficacité personnelle? Donc, en pouvant travailler à l'intérieur d'une équipe sur l'engagement, la responsabilisation, on va beaucoup plus facilement à s'orienter vers des résultats collectifs. Et les résultats collectifs ne sont pas la juxtaposition des résultats individuels. En général, c'est une minimisation de l'efficacité collective. Et donc, c'est parce que les résultats collectifs, c'est autre chose. Et surtout, il y a un point qui va être super, super important, c'est quel est le rôle que j'ai dans cette efficacité collective. Et le cœur du rôle, c'est quoi? L'impact que j'ai sur l'efficacité des autres, qui travaillent avec moi, de près ou de loin, mes collaborateurs, les gens qui sont au-dessus de moi, mes pairs. Est-ce que je favorise l'efficacité de ces gens-là? Ou l'inverse, je ne pense qu'à moi. Vous voyez qu'on revient sur des éléments qui sont majeurs. Est-ce que je reste en première position perceptuelle? Est-ce que je reste dans ma boîte? Ou est-ce que je sors de ma boîte et que je tiens compte de ce qui se passe pour les autres? Donc, ça, c'est très important. Avoir conscience de l'impact de ses comportements, c'est ça, hein, avoir conscience de l'impact de ses comportements sur l'autre, sur l'équipe, sur le projet. Nous avons mis vous voyez qu'on a mis des outils au point à un niveau personnel, disons des bilans sur les profils de communication, les profils des valeurs. On a mis d'autres outils qui permettent d'aller très vite et de faire des choses qui sont anonymes et qui sont très faciles à remplir sur, justement, les niveaux de confiance, de capacité de résolution de conflits, d'analyse de l'engagement, de responsabilisation pour l'obtention de résultats qui sont collectifs les meilleurs possibles. On a mis des outils en place qui permettent de faire un diagnostic très très rapide et anonyme par rapport à ça au sein d'une équipe, et ce diagnostic permet de travailler sur les points les plus importants à l'intérieur de l'équipe. Et je peux témoigner sur le fait que quand on intervient dans une équipe, souvent c'est de façon très, très courte et c'est très long de faire ces diagnostics-là, et c'est un gain de temps énorme de faire passer ce questionnaire de diagnostic de cohésion et d'efficacité d'équipe pour essayer de voir où
est le problème, où se situent les problèmes, et d'avoir une intervention qui va être ciblée et donc vraiment meilleure, efficace, et de répondre à une problématique rapidement. Alors, il peut y avoir dans une équipe, à la suite de ce que dit Nadège, il peut y avoir dans une équipe des relations duelles qui bloquent l'équipe. Entre le patron de l'équipe et une personne importante dans l'équipe, ou 2 personnes, ou entre 2 personnes qui devraient collaborer et qui ne collaborent pas. À ce moment-là, on a bâti d'autres outils qui nous permettent d'analyser à la fois les relations entre les personnes à partir du profil de communication, à partir du bilan donc personnel des gens, et de faire des hypothèses sur dans quelles conditions ça marche bien, dans quelles conditions ça marche pas bien, et de donner des recommandations à chacun pour que ça marche bien. Donc c'est un outil qui est à la fois analytique, prospectif, et puis, j'allais dire prescriptif, mais qui donne des conseils aux gens pour que ça marche bien. C'est-à-dire que, en fait, comment concourir à ce que les rapports soient en croissance entre les personnes, en particulier entre 2 personnes entre lesquelles ça ne fit pas toujours, hein, ça ne marche pas toujours très très bien, et tout ça. Bon, voilà, ça c'est important. Alors, on est en train de mettre au point un autre outil qui est très intéressant, qui est une analyse je vais le dire parce que je vais l'appeler en termes, disons, anglophones, job fit. Hein, est-ce que véritablement le poste d'une personne offre la possibilité à la personne d'utiliser tout son potentiel, le motive, les tâches le motivent, est-ce que la personne a l'impression de s'accomplir elle-même dans son emploi. Et quelquefois, vous avez des gens qui ont un très bon potentiel, mais qui sont un peu partiellement à contre-emploi, qui ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, qui perdent de la motivation, qui perdent de l'énergie parce qu'ils ne sont pas complètement motivés, ou qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas toutes les compétences pour faire le truc, ou alors que leurs compétences ne sont pas pleinement utilisées. Donc, un autre outil sur lequel que l'on a mis au point, qui est en fait, qui permet de voir justement capacité d'accomplissement de soi, le job fit dans un poste de la personne avec son travail, son équipe, son organisation. Tous ces outils et solutions, nous vous les présenterons mardi à 9h, mardi 11 à 9h, dans le cadre de notre visio de présentation, cette fois-ci, pour être plus concret de nos outils, à quoi ils ressemblent, comment on peut s'en servir et dans quel cas. Là, il nous reste 2 minutes, Robert, pour répondre peut-être à une dernière question. Il y a une remarque de Thierry qui dit finalement... j'étais en face d'un despote, en gros, et j'ai préféré quitter la structure pour me protéger. Hein. Je veux dire, on peut comprendre ça. Hein. Ça fait partie, de l'analyse relationnelle. Et si on est outillé par rapport à ça, ça peut faire les systèmes relationnels avec une personne. On peut voir les hypothèses qui sont les plus pessimistes qu'il peut y avoir. Qu'est-ce qu'on peut tenter pour passer du pessimisme à quelque chose qui est plus constructif et peut-être optimiste? Mais de toute manière, je pense que c'est une affaire de santé personnelle, de revoir ses options lorsqu'on est dans un système où on n'a pas l'impression d'exprimer son potentiel, on n'a pas l'impression de s'accomplir, on n'a pas l'impression de jouer pour disons, un épanouissement vertueux de notre carrière et de notre progression de carrière. Protéger sa santé psychologique, émotionnelle, je pense que c'est une bonne réaction. Pourquoi je voudrais militer, c'est donner des moyens aux gens de faire la bonne analyse. Est-ce que la situation est désespérée? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Les personnes qui nous posent problème, les personnes qui sont en survie, les personnes qui ont des caractères un peu exacerbés, comme là, souvent, c'est les gens qui utilisent trop leur pouvoir, ceux qui sont trop autoritaires, les gens qui sont tyranniques et tout ça. Il faut voir que ces personnes, quand elles font ça, sont en train d'appeler à l'aide. Et on n'a pas l'impression qu'ils sont en train d'appeler à l'aide puisqu'ils sont insupportables. Oui, ils le font de façon maladroite, on va dire, pour être poli. Ils appellent à l'aide. Ils ne savent pas qu'ils appellent à l'aide. Ils le font de manière très maladroite. Et ils ne le savent pas qu'ils appellent à l'aide.
mais ils expriment leur désarroi. En fait, ils expriment en fait, le fait de ne pas réguler leur expression en survie, en quelque sorte. Et si on devait d'un coup définir la personne en disant ben, ce type-là est insupportable, c'est un connard, etc., etc., bon, c'est une simplification de la situation. On est tous connards, je veux dire, chacun à notre tour. Et si lorsqu'on est en survie, on est fermé aux autres. Bon, cette personne peut-être, vous l'avez expérimenté de manière répétitive et tout ça, mais n'oublions pas une chose. Une personne qui est en survie et qui est en train de me poser des problèmes relationnels, cette personne est en train de souffrir elle-même et elle nous appelle à l'aide. Elle ne sait pas qu'elle nous appelle à l'aide, mais nous, comme on comprend qu'elle appelle à l'aide et on comprend quelles sont les émotions mal exprimées, qu'on comprend les besoins qui sont derrière, à ce moment-là, nous pouvons intervenir pour changer la relation avec cette personne. On va finir sur ces belles paroles. Donc maintenant que vous êtes sensibilisé à l'agilité comportementale, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne saviez pas. Et si vous avez une personne désagréable face à vous, plutôt que de réagir de manière spontanée, c'est humain aussi, hein, de façon désagréable, on va essayer de se centrer sur l'autre, sur ce qui lui arrive, sur ses besoins, pour essayer d'avoir une relation qui va être plus harmonieuse et efficace. On a dépassé les 45 minutes de peu, on a respecté le timing. Je vous ai mis dans le chat le lien LinkedIn pour vous connecter donc à notre visio de présentation de nos solutions et de nos outils mardi 11 juin à 9 h avec Robert et moi-même. Et notre adresse mail contact@comprofile. Si jamais vous ne pouvez pas y participer, que vous voulez des rendez-vous individualisés, que vous voulez échanger avec Robert, avec moi-même ou une autre personne de l'équipe, c'est par là que vous pourrez prendre contact avec nous. Oui, Je et vous puis la remercie. réunion, Oui, quand est-ce qu'on a la réunion? On pourra mardi rentrer 11 à 9 h. mardi 11, on va Oui, pouvoir rentrer dans le détail de c'est certaines ça. On choses, va rentrer dans les notamment de détails, oui. l'utilisation de certains outils ou de certaines méthodes d'intervention. Tout à fait. Vous prévoyez 1 heure, de 9 h à 10 h, et inscrivez-vous pour avoir le lien de l'événement, vous connectez, et on répondra encore à vos questions. Et là, on rentrera dans le détail de nos outils, comment Moi, on les utilise, je à serais quoi ça très heureux sert. Oui, de vous discuter un peu plus. Mais à ce tout à fait. moment-là, bon, Et là, puis si là, vous on vous posez des verra cette questions et puis je fois-ci. parle, mais vous ne parlez pas, ben, on pourra parler et échanger, hein. Donc, la vraie Tout à fait. communication interviendra à ce moment-là. Tout à fait. Vous aurez vos caméras, on vous verra, on parlera, et ça sera plus un échange plutôt que nous qui parlons devant nos écrans et qui lisons le chat. Ce qui est déjà bien, hein, mais ça sera plus interactif. Oui, il y aura un replay. Vous pouvez retrouver tous nos replays sur notre chaîne YouTube. Comprofile sur YouTube, vous avez tous les replays de tous nos webinaires. Donc, on va s'arrêter là. Merci Robert encore, hein, pour ton intervention, pour ton savoir que tu partages et qui nous est tous très utile et enrichissant. Merci à tous pour vos merci, pour vos retours positifs suite à ce webinaire. On vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire et n'oubliez pas de vous inscrire à notre visio de mardi 11 juin à 9 h, donc mardi prochain. Merci à tous. Au revoir Robert. Au revoir Nadège, au revoir tout le monde. Merci encore. Au revoir, merci à tous, au revoir.